Allez, aujourd'hui, je suis avec Aurélien Dunant-Palaz. Je suis très content de te recevoir, Aurélien. Ça fait longtemps que je m'étais dit, tiens, il faudrait que je reçoive Aurélien un jour sur le podcast. Et là, c'est un petit peu l'occasion avec ton actu et ta participation à la Hard Rock 100 dont tu vas nous parler. Comment vas-tu, Aurélien? Ça va très bien, je suis arrivé aux États-Unis il y a une dizaine de jours là, donc tout va bien. Eh ben écoute, j'imagine que ça doit être, tu dois être impatient de prendre ce départ. Et avant que tu nous parles de la course, pour la présenter un petit peu aussi à tous ceux qui ne la connaissent pas, même si elle est quand même mythique dans le paysage de l'ultra trail, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Aurélien Nampalage, j'ai 30 ans, je vis en Haute-Savoie à côté du lac d'Annecy, sur une commune qui s'appelle Saint-Joriot. Je suis originaire de Savoie, juste un petit peu à côté. Je suis papa d'un enfant là qui vient d'avoir 1 an, et puis voilà, je fais du sport depuis tout jeune. Avant, je fais du foot, ensuite du foot et du ski alpin, et j'ai commencé le trail à l'âge de 19 ans en 2012. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'attire sur ces courses qui sont quand même longues, exigeantes, et puis dans des conditions qui sont pas évidentes, comme notamment sur la hard rock? Bah, il y a plusieurs choses qui m'attirent, hein. Sur une course comme la Hard Rock, typiquement, ça va être le profil de la course. Voilà, c'est très montagneux, c'est en altitude. Il y a quand même pas mal de parties où il faut marcher. C'est un parcours quand même relativement difficile. Et puis j'aime les longues distances, donc forcément là c'est un 100 miles. C'est un 100 miles comme tu sais qui est mythique dans l'univers du trail. J'ai la chance de pouvoir y participer cette année, donc là voilà c'est l'année pour se lancer sur cette course mythique. Ça va être dur, mais ça va être joli, ça va être grandiose. Alors l'année dernière, tu avais déjà été tiré au sort pour pouvoir y participer. Tu as ton enfant qui est né. Comment est-ce que tu as pu adapter ton entraînement avec cette nouvelle arrivée dans la famille qui perturbe, comme chacun le sait, chaque parent le sait, notamment au niveau sommeil? Comment est-ce que tu as réussi à adapter et concilier la vie perso et puis continuer avec l'intensité des entraînements que nécessite le niveau d'être athlète élite? Eh ben, déjà, je peux compter sur ma compagne, hein, qui est très présente pour ça. Mais on a eu la chance, pour l'instant, là, c'est notre premier enfant, on a eu la chance qu'on ait un bébé, entre guillemets, facile. Il a rapidement fait ses nuits, donc ça, c'est déjà une grande chance pour nous. L'année passée, ben, ouais, ça arrivait au mois de juillet, la naissance. Je me prépare pour l'UTMB 2022. Malheureusement, j'ai une blessure juste avant. Donc voilà, bah, j'ai dû faire avec. Et puis là, ouais, à partir du moment qu'il avait 3 4 mois, vraiment, il a vraiment fait ses nuits depuis ce moment-là, vraiment très très bien. Donc là, c'est plus une question d'emploi du temps, voilà, gérer chez la nounou, choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me libérer du temps pour ma pratique sportive, donc je peux gérer et puis être présent pour lui, pour ma compagne. Mais ça se passe quand même vraiment très bien avec lui, il n'y a pas de souci, il est très gentil, il dort bien, donc pourvu que ça dure, et puis on verra le jour où s'il y a un deuxième enfant comment ça se passe. Mais là, du coup, j'arrive à tout bien concilier jusqu'à présent. Alors moi j'ai deux enfants, hein, et la dernière a fait ses nuits à presque 1 an. Donc en général, quand il y a des gens qui me disent il a fait ses nuits très rapidement, en général je tourne le dos, je pars parce que ça me rend rageux un peu, tu vois. Ouais, Mais non, en on a tout fait, cas c'est très cool et très cool pour toi. ouais, c'est vrai, on a fait de chance, là. Alors justement, comme tu le disais, sur 2022, tu as dû abandonner l'UTMB suite à une blessure. Est-ce que tu es resté un petit peu mentalement marqué de cet abandon, et comment est-ce que tu as fait pour te rebooster, te remotiver, et comment est-ce que tu as fait pour rebondir et repartir sur une préparation intense pour préparer cet hard rock? Non, pas du tout marqué parce que bah, malheureusement j'avais déjà eu des blessures dans le passé, donc c'était pas la première fois. Dans le passé c'était une grosse frustration plutôt parce que l'idée c'était de faire l'UTMB et surtout Diagonale des Fous. On est parti 6 semaines avec le bébé derrière, donc j'étais surtout frustré de partir à la Réunion et de pas pouvoir courir cette course plus que d'abandonner l'UTMB en soi. Après malheureusement c'est une fracture de fatigue, donc là je savais que la saison était complètement fichue. Et puis après, bah voilà, j'ai vraiment tourné le dos à cette saison 2022. J'ai attendu patiemment l'hiver, puis j'ai rattaqué le ski de randonnée comme je fais chaque hiver pour pouvoir me préparer, réaugmenter la charge d'entraînement avec un sport qui est moins contraignant quand même porté avec le ski de rando. Et puis après, voilà, faire cette transition course à pied à partir de mars-avril et puis augmenter progressivement la charge en vue de cette hard rock.
voilà, c'était vraiment le déclic au moment où j'ai su que j'étais choisi pour faire cette course au mois de décembre. À partir de là, j'ai fait un focus sur cette date du 14 juillet, là, dans 3 jours, qui aura lieu, où aura lieu l'hard rock, quoi. Ouais, alors ça fait, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est une course qui est mythique dans le paysage de l'ultra trail. Il y a que 146 coureurs qui peuvent y participer. Pourquoi est-ce que il y a si peu de coureurs et qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qui fait d'elle une course si mythique et attendue et presque un Graal? Bah ouais, en fait, en fait, le fait d'avoir que 146 partants, ça participe à la singularité de cette course, je pense. Honnêtement, c'est vraiment un petit comité, on est très très proche du comité d'organisation. Enfin là, je mets des mails au directeur de course, j'ai la réponse vraiment dans l'après-midi, dans la journée. C'est vraiment complètement différent. Le ravitaillement, c'est beaucoup plus petit, forcément. Mais il y a pas de grosses tentes, il n'y a pas d'accès forcément très réglementé dans le sens où le ravitaillement, c'est assez libre sur une certaine distance. Et en même temps, c'est très très sauvage. Les accès sont quand même difficiles à certains endroits. Il faut des 4x4. Puis les gens sont vraiment tournés sur la course. Tous les gens autour de Silverton, là, c'est vraiment l'événement du moment. Donc, ouais, tout ça participe au fait que ce soit une course particulière. Et puis, le gros paramètre, c'est surtout l'altitude, comme on disait. On est en moyenne à plus de 3300 mètres d'altitude. Donc, ça change la donne. Et alors, mis à part des quelques courses en Europe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai pas vu des courses que tu as pu faire en dehors, dans d'autres, sur d'autres continents. Est-ce que là, pour le coup, tu sens qu'il y a vraiment une ambiance, un esprit trail qui est différent, avec des choses qui sont différentes aux États-Unis par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe? Ouais, clairement, bah, par exemple, déjà la particularité du fait qu'on a le droit à un pacer à partir du kilomètre, je crois que c'est même 80. Moi, il sera à partir de 92, mais à partir de kilomètre 80, on peut avoir un pacer, donc quelqu'un qui court avec nous. Donc ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui est singulier aux États-Unis. Euh, Ensuite, le gros changement avec une course comme l'UTMB ou la Diagonale des Fous aussi, c'est l'heure de départ de la course. C'est des courses, nous, en Europe, on a l'habitude de partir en fin de journée et de finir la course en milieu de journée, enfin pour l'UTMB. Et là, je vais partir à 6 heures du matin, donc un peu comme n'importe quelle course. Et je vais finir probablement, tout dépend du temps que je vais mettre, mais je vais finir de nuit. Donc la partie de nuit, je vais la courir alors que j'aurai déjà plus de 12-14 heures de course dans les pattes. Donc ouais, il y a pas mal de changements de ce point de vue-là d'organisation de la course. Finalement, tu vas ressentir ce que ressentent tous les coureurs comme moi du peloton qui doivent se taper la nuit après de longues heures et de longs kilomètres à marcher lentement. Ouais, probablement, ouais, c'est vrai qu'en plus la fin de parcours est très difficile, il reste pas mal de neige là, donc ça va être vraiment une aventure différente, je pense. Ouais, justement, c'est les conditions météo là cette année sont, enfin, on annonce un terrain qui est quand même assez humide, boueux, encore de la neige en altitude, alors que les autres années c'était plutôt sec. Enfin, pour toi, ça te correspond plus, ça te change quelque chose dans ta stratégie, dans ta prépa, comment tu vis ça? Bah, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de reconnaître la fin de parcours là sur les 10 derniers jours et je me suis aperçu qu'il restait quand même pas mal de neige. Après, ça a quand même pas mal fondu là sur les 10 derniers jours. Mais ouais, la neige est quand même sur les parties montantes ou même sur certains plats. Donc on va devoir marcher là où d'habitude on peut un peu courir. Je verrai le jour J comment est le terrain de toute manière. Mais oui, cette année le gros changement c'est qu'il y a beaucoup d'eau, donc les rivières coulent beaucoup. Ça fond, les terrains est quand même pas mal mouillé sur certains endroits, donc on va avoir les pieds très très souvent, je pense, mouillés. Donc, faudra gérer aussi ça. Espérer pas avoir de problème avec les chaussures, avec les pieds. Et puis voilà, après faut s'adapter, hein, c'est l'ultra trail. Cette année, on sait que c'est comme ça. Et moi, ça me déplaît pas forcément qu'il y ait des conditions plus lentes sur le terrain. Et alors justement, en ce qui concerne l'altitude, c'est un trail qui se fait quand même à une altitude, alors j'ai lu en moyenne 3350 mètres avec un point à 4284 mètres. C'est quand même haut. Est-ce que tu as été en altitude pendant ta session de reconnaissance, de prépa?
Bon, après, tu habites quand même en montagne, tu viens pas comme beaucoup de métropolitains de plaine. Comment est-ce que tu as géré ça là-bas en prépa? J'ai eu trois points différents pour cette prépa là. C'est vrai que la dernière phase, bah, c'est celle-ci là où je suis aux États-Unis, donc j'aurais été présent quasiment 2 semaines avant la course. Là, je loge, on est à 2800 mètres d'altitude. Je suis allé sur le parcours plusieurs fois à plus de 4000. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et en amont de ça, j'avais fait un travail avec une tente hypoxique chez moi. J'ai une entreprise française qui m'a prêté gentiment une tente. Donc j'ai fait 3 semaines où je dormais dans une tente chez moi hypoxique autour du lit, où je pouvais me mettre entre 3005 et 4000 mètres à peu près d'altitude. Donc où j'alternais des nuits entre 8 et 10 heures de, en altitude. Donc je pense que c'était une première phase qui m'a, je pense, aidé. Et ensuite au milieu de cette phase-là, j'ai fait une compétition de Monte Rosa Ski Marathon en Italie, une course de ski running où on est monté à 4550, je crois, d'altitude. Donc sur une course de 4 heures de temps, donc c'était une intensité assez élevée, c'est une course à deux. Donc on est parti, on est monté 3005, redescendu. Alors, on n'est pas resté longtemps en haut, mais ça m'a permis de voir que bah, j'ai pas eu de soucis en haut, aucun mauvais signe de mal de montagne, quoi que ce soit. Donc à partir de là, bon, c'est voilà, avec les trois phases là, la phase de tente hypoxique, la course et puis la dernière phase là d'acclimatation sur place, je pense que la préparation de l'altitude elle est pas mal. Après le jour J, je verrai comment mon corps réagit, hein. C'est quelle marque? On peut les citer, hein, l'entreprise qui t'a prêté cette tente? Je vais pas dire de bêtises, c'est Trek Alti. Je vérifie, ouais c'est ça, c'est Trek Alti, je crois. C'est Trek Alti. attends, je vais pas dire de bêtises. Ouais c'est ça, Trek Alti. D'accord, très bien. Eh ben, merci à eux, hein. Moi, j'adore nommer les entreprises Ouais, qui ouais, non, soutiennent comme ça les athlètes dans leur préparation de leur objectif, surtout quand ils sont aussi importants que la hard rock. ouais, complètement. Alors, c'est un plateau qui est quand même très relevé, la hard rock, avec il y a Dylan Bowman chez les Américains, il y a Courtney, et Beignat, Marmisol Mhm. qui est présent aussi, Anne-Lise Rousset chez François encore. Euh, comment est-ce que toi tu appréhendes ou comment est-ce que tu vas te gérer un petit peu ton début de course? Est-ce que tu vas essayer de rester dans un groupe, mener comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que tu fais ça plutôt au feeling? Est-ce que tu as un plan qui est vraiment très strict? Comment tu gères ça? Non, absolument pas. Je suis plutôt au feeling. Je m'adapte vraiment selon la forme du jour déjà, premièrement, puis selon mes adversaires. Je sais pas, je suis vraiment, ouais, impatient de voir comment vont partir des coureurs comme Beniat, comme Dylan qui a déjà fait la course, des autres Américains aussi qui sont plutôt rapides. Donc là, c'est une course qui est quand même plutôt lente dans la mesure où la pente est quand même assez raide dès le début en plus. Donc je verrai vraiment comment ça va se passer. Dans l'idéal, je voudrais essayer de courir avec quelqu'un certaines parties de la course quoi au début. Ce serait quand même pas mal. Mais après, vraiment, je verrai au feeling. Si je me sens très bien, bah, je prendrai le lead. Mais ouais, ça va vraiment dépendre des autres et de moi le jour J. Hmm. Ouais, c'est toujours une histoire d'adaptation et de réponse aux signaux qui sont particuliers quand même à chaque course. Tu vas ressentir toujours des sensations différentes au départ et ça c'est la beauté de notre sport. Euh, la hard rock, on l'a dit tout à l'heure, 140 et quelques participants. Et est-ce que s'il y avait un conseil que tu pouvais donner à des coureurs qui souhaiteraient y participer, quel serait ton conseil ou tes conseils que tu donnerais pour bien préparer ou d'autres courses à faire peut-être en France ou sans aller traverser l'Atlantique pour préparer ce type de course? Voilà, déjà pour ceux qui ont la chance d'y aller, déjà ça serait déjà très beau parce que c'est vrai qu'on est on est peu de Français là au départ. Je crois qu'on doit être 4 ou 5 cette année avec Agnès Beignat et je crois qu'il y a encore une ou deux personnes. Mais vraiment, pour avoir vu le parcours, là, la meilleure préparation, c'est d'aller faire des longues balades en montagne, hein, vraiment. Parce que, bon, oui, on court sur la course, hein, mais quand même, il y a beaucoup de parties où on va marcher. La fin de course est très dure. On va finir de nuit, on va pas aller vite. Donc, vraiment s'habituer à marcher longuement en montagne avec des bâtons. Là, c'est vraiment indispensable sur une course comme ça. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne les prennent pas.
mais vraiment s'habituer à ce rythme qu'on a sur des ultra trails, hein, de marche sur des longues montées. Les montées ici font en moyenne minimum 800 mètres, hein. On a des montées même bien plus. On a une montée de 1500, 1600 mètres, je crois. Donc vraiment alterner ces grosses montées, grosses descentes pour se préparer à cette course, quoi. Hmm. Ouais, c'est sûr d'aller faire un maximum de rando, courses en montagne avec des rythmes lents, longs. Ça c'est et puis surtout de se préparer aussi à l'altitude. Est-ce que ça change quelque chose en termes d'alimentation pour toi, ces altitudes importantes? Bah, pour l'instant, j'ai pas vu de grosses différences sur mes entraînements. Après, je verrai le jour J, hein, sur l'intensité de course, ça peut être différent. L'année passée, François Aden, il a eu des problèmes de ventre, hein, donc ouais, là, on passe quand même rapidement à plus de 4000 mètres. Enfin, tous les sommets, à chaque fois qu'on passe, on est très proche souvent on est à 3009, 3950, et puis parfois à plus de 4000 et même 4003. Donc, je pense que ça va changer quand même la donne le jour J avec l'intensité de la course, le stress, l'adrénaline. Donc, je verrai comment mon corps réagit, ouais. Hmm. Alors, c'est Valérie, hein, de chez Compressport qui nous a mis en relation et je la remercie. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur la collab avec Compressport? Ça fait déjà un moment, je crois que tu es chez eux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment est-ce que vous avez réussi à tisser ce partenariat ensemble depuis si longtemps? Ouais, je porte des manchons de Compressport depuis le début, même la première année où j'étais pas en partenariat avec eux. Et puis ensuite, ils m'ont aidé dès la seconde année, depuis 2013. Donc au début, c'était que des manchons, je portais que des manchons, je crois, cuisses, mollets. Et puis tout doucement, ils se sont vraiment développés dans toute leur gamme vêtements, autant des vêtements de tous les jours que t-shirts, shorts, sacs. Dans le best-seller, c'est vraiment le sac de course ultra pack là, le 10, 10 litres, qui est vraiment exceptionnel et vraiment je pourrais pas m'en passer, je pense. Et j'ai la chance que les bureaux Compressport soient à Annecy, donc vraiment à 15 minutes de chez moi. Et on développe beaucoup ensemble les produits. Ils m'envoient beaucoup de prototypes. Moi, je fais des retours sur les produits, que ce soit les shorts, les sacs, les chaussettes manchons. Et au fil des années, le partenariat il prend de plus en plus de sens parce que bah, voilà, je connais toute l'équipe, ils me connaissent très bien. Et puis ils me suivent beaucoup sur les événements. Là on va faire un suivi qualitatif sur la course. Voilà, il y a un photographe. Je sais que toute l'équipe est derrière moi, donc c'est vraiment très appréciable d'avoir un partenariat qui dure depuis 10 ans maintenant. C'est qui le photographe qui vient te suivre? C'est Simon Duguet qui est avec moi là à côté. Ah, Simon. Simon que j'ai reçu sur le podcast aussi qui est un collègue youtubeur. Ouais. On salue Simon s'il écoute, tu lui passeras le bonjour de ma part. Aurélien, allez, sans être ambitieux, enfin si, en étant ambitieux, mais tout en restant modeste et tout en restant rationnel, tout ce que tu veux. Euh, Objectif, victoire? Bah oui, ouais, ouais, ça serait le scénario parfait. Ce serait le scénario parfait. Après, ça reste, comme je l'ai beaucoup dit à beaucoup de personnes, ça reste un 100 miles et donc il y a tellement de paramètres que je gère pas, des problèmes qui peuvent arriver. Voilà, il y a l'ambition ultime, c'est celle-ci, et après, ben, je pourrais être très satisfait d'une deuxième ou une troisième place selon le contexte. Donc voilà, on C'est verra. vrai qu'avec un niveau aussi relevé, même un podium, c'est quand même une sacrée belle performance. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer un petit peu cette avant, parce que chers auditeurs, c'est la partie 1 de notre échange avec Aurélien au sujet de la hard rock. Et puis on fera un autre échange en partie 2 du coup pour savoir comment est-ce que ça s'est passé concrètement cette hard rock. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu aurais aimé ajouter, préciser pour clôturer notre échange? Non, peut-être pas par la course, mais bah, juste pour dire à ceux qui auraient l'ambition et la chance de venir ici, que en tout cas, je pense que c'est une aventure qui peut être vraiment exceptionnelle. Ne serait-ce qu'on parle beaucoup de la course là, mais c'est vraiment un dépaysement plus que la course. Le fait de venir aux États-Unis et Colorado, pour moi, c'est la première fois. Et là, j'ai pu en profiter pendant plus de 10 jours déjà ici. Voilà, cette ambiance américaine, ces paysages, ces grandes routes, ces petites villes, ouais, c'est vraiment une atmosphère qu'on retrouve pas chez nous
Et ce changement, ça me motive vraiment à vraiment faire une bonne course, j'espère, pour tous ceux qui nous suivent en métropole. Et puis, si les gens ont cette opportunité un jour, qu'ils en profitent comme j'en profite ces jours-ci. Et justement, en parlant des conditions qui sont quand même particulières dans cette ambiance américaine, je crois que vous avez quelques risques, je sais pas si on peut appeler ça des risques, mais de croiser des ours. Est-ce que vous êtes un peu briefé, préparé à toutes ces éventuelles péripéties qui peuvent arriver et dont nous, on n'est pas habitué chez nous? Ouais, c'est marrant parce que l'ours, nous on l'a pas vu hier avec Simon, on allait courir, mais mes proches qui sont avec moi là, ils l'ont vu. Ils ont vu un gros ours et ils nous ont pris en photo. Nous, je l'ai toujours pas vu malheureusement. L'ours, non, je crois pas qu'il nous en parle vraiment dans les consignes de sécurité. Il nous parle plutôt voilà, des mauvais temps, le mal des montagnes, choses comme ça. Et on a une balise GPS avec nous, avec un bouton à actionner en cas de souci. On a une petite formation, je crois qu'on va chercher le dossard. Mais par rapport à Hmm. l'ours, je crois pas qu'on ait de soucis. Après, le temps est beau là pour l'instant. Aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais s'il fait grand beau, il n'y a pas de raison d'avoir de soucis particuliers sur la course. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite de passer un très bon moment sur ces montagnes du Colorado. J'espère que ça se déroulera comme tu le souhaites. Mhm. Et puis, bah, j'ai déjà hâte de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Et puis, en tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Merci Aurélien de t'être rendu dispo depuis les États-Unis. C'est très sympa. Bonne course à toi. Merci, c'était sympa. Et puis avec plaisir pour vous raconter ça dans quelques jours, savoir comment ça s'est passé. Trop bien. Merci, à bientôt. Allez, à bientôt!